Ma mère a souri chaleureusement, tendant des cadeaux de la Saint-Sylvestre. Magnifiquement emballés à chacun de ses petits-enfants réunis dans le salon, à l'exception de ma fille de 7 ans, Manon. Alors que les yeux de Manon se remplissaient de larmes, le fils suffisant de mon frère lui a ri au nez et a marmonné, « Faut croire que tes enfants n'étaient pas assez bien. » Un silence de mort s'est installé dans toute la pièce, chacun guettant mes larmes ou l'éclatement d'une dispute féroce. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai fixé ma mère droit dans les yeux et j'ai dit calmement, « Ne nous invite plus. Jamais. » Nous sommes sortis dans la nuit glaciale. Ma famille pensait m'avoir brisé, avoir humilié ma petite fille et gagné leur jeu cruel, mais ils ne savaient pas à qui ils se frottaient réellement. À 6 heures pile le matin du 1er janvier, le véritable cadeau de Nouvel An de ma famille est arrivé devant leur porte, brisant complètement leur célébration de fin d'année et transformant notre dynamique familiale pour le restant de nos jours. Je m'appelle Clémence. Et, à 35 ans, j'ai enfin compris que ce ne sont pas les liens du sang qui font la famille, mais le respect. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été le vilain petit canard de la famille Dumont. Alors que mes 2 grands frères, Maxime et Julien, pouvaient couler des entreprises, vider des comptes bancaires et rester les fils chéris. Aux yeux de tous, mes réussites d'entrepreneuse autodidacte étaient accueillies dans un silence de plomb. Ma mère, Béatrice, régissait notre dynamique familiale. D'une main narcissique et calculatrice, veillant à ce que ma fille Manon et moi nous sentions toujours exclus. Avant de vous raconter comment j'ai fini par retourner la situation face à leur cruauté, je suis très curieuse de connaître vos propres expériences. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous en indiquant la ville depuis laquelle vous me lisez aujourd'hui, et dites-moi si vous avez déjà dû faire face à un membre toxique de votre famille qui essayait constamment de vous rabaisser. Je lis absolument tous vos messages et j'adore voir jusqu'où s'étend notre communauté. La tension montait depuis des semaines à l'approche de notre réunion obligatoire. Du réveillon de la Saint-Sylvestre dans la vaste propriété de ma mère. J'avais seulement accepté d'y aller pour Manon, afin qu'elle puisse vivre des fêtes traditionnelles en famille. Mais dès que nous avons franchi la porte d'entrée, les remarques passives-agressives ont commencé, préparant le terrain pour une trahison qui allait bouleverser notre famille à tout jamais. L'horloge comptoise du couloir a sonné, indiquant qu'il ne restait plus que 30 minutes avant minuit. L'atmosphère du grand salon était lourde de l'odeur des branches de sapin, des mets de traiteurs raffinés et d'un parfum d'anticipation cruelle. Ma mère, Béatrice, a frappé des mains de manière théâtrale pour rassembler tous les petits-enfants autour de l'immense sapin richement décoré pour la distribution annuelle des cadeaux. J'étais assise sur le canapé, une tasse de thé bien chaude entre les mains, tandis que ma fille de 7 ans, Manon, était assise en tailleur sur le tapis, les yeux brillants d'une joie innocente. Ce qui a suivi fut une lente et douloureuse démonstration d'exclusion délibérée. Béatrice s'est penchée sous le sapin pour en sortir d'immenses boîtes magnifiquement emballées. Un par un, les enfants de Maxime et de Julien ont été appelés. Ils ont déballé des consoles de jeux dernier cri, des vêtements de marque et des gadgets technologiques de grande valeur, remplissant la pièce de leurs cris de joie. Manon attendait patiemment, son sourire faiblissant légèrement chaque fois que le nom d'un autre enfant était prononcé à la place du sien. J'observais attentivement Béatrice, remarquant la précision froide et calculée de ses gestes à mesure que la pile de cadeaux diminuait à vue d'œil. Pour finalement disparaître. Finalement, le pied du sapin s'est retrouvé complètement vide. Manon était la seule enfant restée les mains vides. Lorsque les yeux de ma fille se sont embués de larmes, comprenant qu'elle avait été totalement ignorée, un silence étouffant s'est installé dans la pièce. Personne n'a pris sa défense. Au contraire,
le fils de mon frère a ri au nez de Manon en pointant du doigt ses mains vides, affichant un sourire narquois avant de murmurer, « Faut croire que tes enfants n'étaient pas assez bien. » Le rire cruel de mon neveu a résonné à mes oreilles, mais au lieu de la colère explosive que ma famille attendait de ma part, une lucidité glaciale et profonde m'a envahi. J'ai regardé les visages complices de mes frères, qui ont rapidement détourné les yeux, puis ma mère, dont l'air suffisant confirmait qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli. C'était une attaque parfaitement orchestrée. Ils voulaient que je pleure, que je hurle, que je fasse une scène dramatique pour pouvoir ensuite me faire passer pour la personne instable, jalouse et marginale qu'ils avaient toujours prétendu que j'étais. Mais j'ai refusé de leur accorder la satisfaction d'un effondrement en public. Je me suis levé calmement du canapé, je me suis approché du tapis et j'ai pris doucement la main tremblante de Manon dans la mienne. J'ai essuyé une larme sur sa joue et je l'ai relevée avec une force tranquille qu'elle ne me connaissait pas encore. Je me suis retournée, j'ai plongé mon regard directement dans les yeux froids et impassibles de ma mère, et j'ai posé une limite définitive et inébranlable. Ne nous invite plus jamais. Les sourires goguenards se sont instantanément effacés du visage de mes frères à mesure que le poids de mes paroles s'imposait dans la pièce. Sans attendre de réponse, nous sommes sortis dans la nuit glaciale de l'hiver. Le trajet de retour s'est déroulé dans un silence absolu, ma main posée fermement sur le genou de Manon alors qu'elle assimilait doucement cette trahison. Une fois qu'elle fut endormie en sécurité dans son lit, ma léthargie s'est dissipée pour laisser place à une concentration méthodique. Je suis restée assise dans mon bureau jusqu'à l'aube, rassemblant des documents et contactant mon avocat afin de préparer une riposte financière dévastatrice qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Ma famille avait passé des années à me traiter comme un fardeau secondaire, sans jamais réaliser que toute leur stabilité financière reposait directement entre mes mains. Ils avaient oublié un détail crucial de notre histoire commune. Lorsque mon père est décédé il y a 5 ans, il ne faisait pas confiance à ma mère ni à mes frères pour gérer ses actifs les plus précieux. Sachant que Maxime et Julien étaient des dépensiers compulsifs, il m'avait discrètement cédé, par le biais d'une société civile immobilière indépendante, la pleine propriété des murs commerciaux des entreprises de mes frères ainsi que des résidences secondaires de luxe de ma mère. Par un sens de la loyauté familiale bien mal placée, j'avais passé ces dernières années à les laisser jouir de ces biens sans jamais les perturber. Je facturais à mes frères des loyers bien inférieurs au prix du marché pour leurs locaux commerciaux et je prenais régulièrement à ma charge les frais d'entretien élevés des résidences de vacances préférées de ma mère. Ils avaient confondu mon silence avec de la faiblesse, s'imaginant que j'étais simplement une mère célibataire désespérée en quête de leur approbation, sans même réaliser que j'étais en réalité leur propriétaire. Assise à mon bureau à 3 heures du matin, le souvenir des larmes de Manon a décuplé ma détermination. J'ai appelé mon avocat d'affaires pour lui demander de ressortir chaque contrat de bail, chaque grand livre comptable et chaque titre de propriété associé à leur nom. Nous avons passé les 2 heures suivantes à rédiger des actes juridiques offensifs à effet immédiat, conçus pour les priver de la moindre protection financière qu'ils tenaient pour acquise. L'époque où je protégeais des personnes qui cherchaient activement à briser l'esprit de ma fille était officiellement révolue. Le soleil du matin n'avait pas encore franchi l'horizon en ce 1er janvier. Lorsque la phase finale de mon plan a été lancée. Alors que Béatrice, Maxime et Julien cuvaient sans doute encore les excès de leur somptueux réveillon, sans nullement se soucier des dégâts émotionnels qu'ils avaient laissés derrière eux. Le véhicule d'un coursier privé s'est garé discrètement dans l'allée circulaire de ma mère. Il était précisément 6 heures. Le coursier s'est avancé vers l'immense porte d'entrée et a sonné avec insistance, tenant à la main 3 dossiers
juridiques identiques scellés qui exigeaient une signature immédiate. Ma mère a ouvert la porte dans son peignoir en soie, le visage crispé par l'incompréhension et l'agacement d'être dérangée sitôt un jour férié. Mais dès qu'elle a signé la tablette électronique et ouvert l'épaisse pochette cartonnée, les derniers effets du champagne de la veille se sont dissipés instantanément. Le cadeau de Nouvel An que je venais de faire livrer à leur porte n'était pas une boîte de bibelots. C'était une véritable exécution financière. À l'intérieur des dossiers se trouvaient des congés pour résiliation de bail à effet immédiat. Pour les 2 locaux commerciaux de mes frères, motivés par de multiples manquements contractuels de longue date que j'avais auparavant choisi d'ignorer. Par simple pitié. Ils disposaient d'un délai strict de 30 jours pour libérer les lieux, ce qui allait paralyser totalement leurs activités commerciales. Parallèlement, les documents juridiques stipulaient une restructuration permanente et officielle des allocations de la fiducie familiale. J'ai totalement supprimé les subventions financières qui réglaient les impôts fonciers des résidences secondaires de ma mère ainsi que ses services de sécurité privée. Pendant des années, ils avaient mené un train de vie luxueux, entièrement financé par ma générosité silencieuse, tout en traitant ma fille comme une citoyenne de seconde zone. À 6h01, la réalité les a frappés de plein fouet. Le vilain petit canard qu'ils avaient tenté d'humilier était en fait la seule personne qui les maintenait à flot. À 6h30 précise, le bourdonnement rythmé de mon téléphone a commencé, vibrant violemment sur le bois de mon bureau. L'écran affichait le nom de ma mère, suivi immédiatement d'appels manqués de Maxime, puis de Julien. Un flot ininterrompu et frénétique de SMS a commencé à déferler, mêlant dans un désordre complet l'incompréhension, les exigences et une panique évidente. Les harceleurs arrogants et intouchables de la veille avaient totalement disparu, cédant la place à des individus désespérés et terrifiés qui prenaient soudain conscience que leurs moyens de subsistance, leur statut social et leur survie financière étaient entièrement entre mes mains. Maxime m'a envoyé un long message décousu, me suppliant de l'appeler, affirmant que cet avis d'expulsion allait ruiner définitivement son commerce de détail avant même le début de la saison printanière. Les SMS de Julien sont passés rapidement des accusations de trahison furieuse à des appels pathétiques à une réunion de famille, me rappelant que nous étions censés former un front uni. Même ma mère a tenté d'instrumentaliser son statut maternel en m'envoyant un message déclarant que mon père aurait profondément honte de la manière dont je traitais sa famille le jour de l'an. Je me suis adossée à mon fauteuil, savourant mon café matinal dans une tranquillité absolue, refusant de répondre au moindre appel ou SMS. Je l'ai et délibérément laissé mijoter dans leur propre angoisse, les contraignant à ressentir exactement ce sentiment d'exclusion glaciale et d'impuissance qu'ils avaient infligé à ma douce Manon quelques heures auparavant. Lorsque Maxime a tenté de m'appeler pour la 10e fois, j'ai transféré son numéro directement à mon équipe juridique. J'ai donné pour instruction à mes avocats de leur faire savoir que toute communication future se ferait exclusivement par voie d'acte officiel et écrit. La partie était terminée, et ils se retrouvaient enfin au pied du mur. 3 mois se sont écoulés depuis ce matin mémorable du jour de l'an, et la tempête juridique est enfin retombée. Incapable de trouver d'autres locaux ou de se refinancer au taux du marché, Maxime et Julien ont été contraints de réduire considérablement la taille de leurs entreprises, déménageant dans des endroits exigus et peu passants qu'ils pouvaient à peine s'offrir. Ma mère, Béatrice, privée de ses comptes subventionnés, a dû vendre ses résidences de vacances de luxe pour la simple et unique raison de pouvoir entretenir sa propriété principale. Se retrouvant de plus en plus isolée dans une vie qu'elle ne peut plus entièrement financer, elle et mes frères ont appris à leurs dépens que la cruauté a toujours un prix très élevé. Pendant ce temps, le fait d'avoir
Couper les ponts avec cette famille toxique nous a permis, à Manon et moi, de bâtir une vie véritablement paisible et sûre, selon nos propres règles. Mon entreprise est prospère, mais plus important encore, le sourire éclatant de ma fille est totalement revenue, nourrie par la certitude absolue que sa mère protégera toujours sa dignité. À présent, je serais très intéressé de connaître votre avis sur le déroulement de ces événements. Qu'auriez-vous fait à ma place ce soir-là? Seriez-vous simplement parti sans un mot ou auriez-vous infligé à votre famille ce même électrochoc financier? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos opinions dans l'espace des commentaires ci-dessous. Avant de partir, je vous propose de découvrir 2 autres récits de vengeance familiale qui s'affichent à l'écran dès maintenant. Ce sont des sujets très appréciés de la communauté, avec des rebondissements qui ne manqueront pas de vous surprendre. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la suite.